Stéphane Durand. Je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast Parole de DRH, les clés du développement de talent. Stéphane, vous êtes DRH groupe de Louvre Hôtel. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Écoutez, ce poste de DRH groupe de Louvre Hôtel couvre en fait la totalité de la fonction RH sur un groupe qui couvre plus de 70 pays, 1700 hôtels dans le monde. Et en fait, avec une diversité de talents d'hommes et de femmes qui est propre à cette hospitalité qui finalement fait toute la passion de ce métier. C'est-à-dire que c'est un métier en B2C, relationnel, d'accueil, sur lequel évidemment les femmes et les hommes ont toute leur importance puisqu'on est dans l'univers des services. Et auparavant, vous avez eu d'autres fonctions dans d'autres entreprises? Alors j'ai eu la chance, et je considère que c'est une chance moi, de démarrer, non pas comme DRH, mais comme manager opérationnel pendant une dizaine d'années dans l'automobile. Voilà, donc à exercer des fonctions de production, de manufacturing, de projets et autres. Et après, un parcours, que ce soit dans l'industrie, à quasiment tous les postes de DRH ou à ce qu'on appelle aujourd'hui des centres d'expertise ou d'excellence dans des fonctions centrales et opérationnelles. Chez un équipementier aussi automobile, dans des périodes parfois de crise, et c'est des métiers très compétitifs. Et puis après, j'ai eu la chance d'aller découvrir d'autres univers, que ce soit le retail, la banque, la finance au sein du groupe La Poste, comme directeur de la transformation RH du groupe. Et donc là, avec aussi un univers de fonctionnaires et de salariés, donc des cultures très différentes. Et puis, finalement, le Club Med, où là, on va retrouver cette notion d'hospitalité, de luxe aussi, de plaisir, de faire plaisir. Donc, c'est des expériences absolument magnifiques avant de rejoindre Louvre Hôtel. Donc, voilà, je suis très, très fier et je me nourris de ce parcours, finalement, que je n'aurais pas écrit dans ma wishlist. On dit, qu'est-ce que c'est que ta wishlist? Parce que je fonctionne aussi beaucoup à l'affect dans mes décisions, bien que j'ai une formation plutôt rationnelle en tant qu'ingénieur et pour lequel la raison a aussi une grande part dans mes prises de décision. Voilà. Ouais, quel parcours riche. Alors, on va certainement d'ailleurs interroger des expériences que vous avez eues dans ce podcast sur la notion de talent. Euh, Avant qu'on rentre dans les questions, je tiens à préciser que donc, à la fin, vous aurez une question mystère laissée par le précédent intervenant et, euh, et que là, ben, voilà, vous découvrirez, vous devrez répondre complètement spontanément. Cela dit, je propose, on rentre directement dans le vif du sujet. On est sur cette question des talents qui croise celle de la performance, qui est un petit peu le passé, et celle du potentiel, qui est l'avenir. Vous, c'est quoi votre définition du talent? C'est une question qui est difficile parce que finalement, si on prend la définition traditionnelle, on est sur une somme de compétences, une combinaison finalement à la fois de compétences et de savoir-être, parce que le talent, il n'est pas tout seul sur une île déserte, il est dans un écosystème qui s'appelle l'entreprise, et on va se placer dans ce système-là, donc il y a forcément des interactions. Et en même temps, finalement, cette vision-là, elle est statique, puisqu'elle caractérise à un instant T qu'est-ce que j'ai observé, vécu, et donc plutôt le passé et le présent. Et finalement, souvent, elle est accolée à la notion de potentiel qui se met dans une dynamique. Et c'est cette combinaison-là qui est difficile à caractériser, j'allais dire, de manière absolue, puisque ça ne peut, à mon sens, avoir de sens que dans une stratégie d'entreprise. Et donc le talent, il est dans un écosystème qui a une dynamique. Et à partir de là, on va pouvoir se poser tous ensemble, et en tout cas, il faut être aligné sur cette définition de qu'est-ce que l'on recherche. Une personne, on peut la qualifier de talent, mais que dans une entreprise donnée, puisque ça correspond aux attentes de l'entreprise. Du côté de la performance, souvent ça devient de plus en plus clair, en tout cas, et simple pour les ressources humaines, il y a des KPI. Maintenant, comment fait-on pour identifier le potentiel dont on a besoin, mais en tout cas, même comment fait-on pour l'identifier, puisqu'il n'est pas encore réalisé? Bah déjà, il faut avoir une capacité d'observation. Donc pour observer, déjà, il faut voir ce que l'on veut détecter, et après aussi faire confiance au terrain, quel qu'il soit, pour faire remonter des personnes qui ont eu, j'allais dire, des actions. Et moi, je suis très attentif aux réalisations, parce que finalement, sinon, on est dans le discours, on est dans le... C'est très bien, hein, dans la compétence qui n'est pas exercée.
Et finalement, ce que l'on veut, c'est quand même des actions. Et donc ces actions-là, on va les repérer par rapport à des résultats, des performances qui sont supérieures à la moyenne observée, ou des comportements. Alors souvent, on dit on va les repérer en situation de crise. Et je pense que c'est là finalement le plus facile. Parce que la vraie nature à la fois se révèle, et dans ces moments-là, ben, on est dans une telle sollicitation que voilà, certains profils, certaines caractéristiques vont se développer, se révéler plus chez certaines personnes. Heureusement, c'est quand même pas, l'entreprise n'est pas tout le temps en crise, ou en tout cas pas dans tous ces secteurs. Et donc comment fait-on dans les autres? Ben, c'est effectivement plus difficile parce que il y a cette capacité aussi à repérer ceux qui vont être mis dans un petit challenge qui va dépasser sa zone de confort. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut absolument que le management soit formé, ou en tout cas qu'on lui ait appris, à mettre l'ensemble de ses collaborateurs un tout petit peu dans une position de challenge pour qu'on puisse élargir les épaules. Par exemple, un cas concret. On veut désigner le futur directeur général ou country manager, et on se dit, est-ce que le directeur commercial, il ferait l'affaire? Ou le DAF, est-ce que c'est lui qui ferait l'affaire? D'abord, c'est quoi les compétences qu'on attend? Et là, on est sur des soft skills. Il y a un petit peu de hard, mais c'est quand même beaucoup du soft skills. Comment fait-on pour identifier que cette personne-là peut les développer? Plus on va monter dans l'organisation, en tout cas avoir un scope large, plus il va falloir interagir. Et finalement, je l'imagine moi un peu comme une pièce du puzzle. Et que ce talent-là, qui a un certain puzzle, le directeur commercial, qui répond bien à un moment donné à une problématique, à un environnement, est-ce que cette pièce-là, en tout cas telle qu'elle se présente à l'instant T, ou en tout cas telle qu'on l'aperçoit, parce qu'il peut y avoir des facettes cachées de sa personnalité ou de ses compétences, est-ce qu'elle va permettre de résoudre, de déverrouiller le puzzle, ou de construire le puzzle qui va répondre aux problématiques de direction générale? Et je pense que les questions, il faut se les poser par rapport à cette big picture. Donc il y a une prise de recul nécessaire à avoir. Bien sûr, avoir caractérisé qu'est-ce qu'on attend pour l'exemple cité sur le directeur général. Et les deux ont sûrement leur chance, si je le prends. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Et est-ce qu'ils ont une capacité à... Alors le terme inspiré, il est assez galvaudé, mais quand même énergiser un comité de direction. Et être en capacité de le composer. Parce que finalement, il y a cette notion d'architecte de l'équipe qui va gagner. Quand on hésite entre le DAF et le directeur commercial, d'abord ça veut dire que aucun des deux sort du lot de manière évidente, donc ils ont tous beaucoup de choses, mais il leur manque, et on cherche à savoir celui qui sera le plus inspirant, saura créer une équipe la plus riche possible. Et par exemple, le DAF, il peut être très très bon sur les chiffres, mais on n'est pas sûr qu'il a cette aura-là. Mais à l'inverse, le directeur commercial, on peut dire oui, mais est-ce qu'il va être vraiment inclusif? Parce qu'il a un côté qui peut être très battant, parce qu'il vient de la culture sel, c'est que c'est deux cultures et qui doivent changer de culture. Et donc j'entends que vous êtes à la recherche des petits indicateurs qui feront penser qu'il sera capable de changer de culture pour prendre ce poste dans le puzzle. Ok, imaginons que ça y est, vous avez décidé, c'est cette personne. Ou plusieurs personnes, parce que dans des plans de succession, il faut qu'il y ait des plans B, etc. L'entreprise se sécurise toujours. L'entreprise se sécurise. Comment vous faites pour développer ce potentiel avant de donner le poste, justement? Ou même la personne est en poste, mais vous voulez développer le potentiel. Comment vous faites? Anticiper, c'est prévoir. Et donc forcément, voilà, dans toutes les entreprises, il est nécessaire de ne pas se retrouver au pied du mur. Ça peut arriver parce qu'il y a une crise ou autre. Mais voilà, notre responsabilité de dirigeant, c'est de préparer l'avenir. Préparer l'avenir, ça veut dire anticiper. Alors voilà, c'est les plans de succession, ça c'est le terme classique. Mais surtout développer ces compétences qui serviront demain. Et donc là, plusieurs approches que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, notamment avec des cabinets de renom sur la place, des référentiels de compétences managériaux, de leadership. Ils ne sont pas jetés à la poubelle, ils ont leur valeur ajoutée au sens où ils fixent un cadre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va parler de soft skills, de savoir-faire ou autre, c'est très bien, mais il faut que chacun joue, je pense, sur le même terrain de jeu. Et donc, c'est jamais parfait.
On peut toujours dire, oui, mais nous, on n'était pas comme ça. Et puis, bon, à un moment donné, il y a un alignement pour dire, bon, pendant un certain temps, par rapport au contexte stratégique de la boîte, au contexte business, c'est pas mal d'avoir un terrain de jeu que l'on partage. Donc, step one, c'est est-ce que ce terrain de jeu il est partagé par le COMEX et par les quatre dirigeants, et en tout cas de l'entreprise. Et il descend après plus ou moins loin. Et là, on pourra en parler finalement de la profondeur, mais restons sur les dirigeants. Bien sûr, il y a un positionnement, et finalement, après, c'est par rapport à ce qu'on a identifié pour étant ADG, c'est-à-dire qu'à la fois la vision stratégique, le sens du résultat, l'anticipation business, la capacité à créer aussi des synergies, du lien, à créer de la valeur, à répondre quand même à son actionnaire, quel qu'il soit. Donc c'est un métier qui est complexe, de pivot un peu. Comment on se situe par rapport à ça? Et après, on va rentrer classiquement dans finalement des programmes, non pas de formation qui couvrent tout en même temps, mais je préconise moi plutôt à la fois, il y a des programmes un peu génériques qui disent on donne un socle commun, déjà pour comprendre ce référentiel, comprendre ce qu'on attend en termes de leadership, de capacité à délivrer du résultat, d'avoir une vision stratégique, influence et coopération, voilà toutes ces dimensions qui sont essentielles pour un dirigeant, bien sûr culture financière et autres. Donc ça, on peut les donner à un certain strate de dirigeants, et il faut tout ce qu'il l'est, parce qu'en COMEX, je pense que c'est très important que chacun incarne pas que sa fonction, mais soit membre d'une équipe. C'est extrêmement difficile, parce que le naturel reprend le dessus, évidemment, mais voilà, les équipes performantes, c'est celles qui apportent un regard complémentaire, une critique constructive sur le sujet. Et après, je crois beaucoup peut-être à des apports qui sont ciblés par rapport aux écarts, et j'avais eu l'occasion de faire des retours, notamment par rapport à ce référentiel-là, une auto-évaluation par le dirigeant, et après, on avait été formé, pour le coup, parce que ça se décrète pas, pour faire aussi un feedback et un échange. En disant finalement, qu'est-ce que tu as retenu, comment tu te vois. Et là, peut-être que des 360 peuvent être utiles pour apporter un éclairage justement complet, à la fois du haut, vertical, vers le bas, les pairs, qui sont très très importants. Et surtout, se nourrir de ça pour, à un moment donné, dire, bon, voilà, et sur quoi tu as envie de travailler. Tu as vu ça, et sur quoi tu as envie de travailler, parce que c'est pas dire, voilà, toi, il te faut ça, et ça va marcher. Je pense que ça ne... Voilà, on ne fait pas pousser des carottes en tirant par la feuille qui est dessus, ça marche pas. Il faut plutôt semer, arroser, voilà, arroser, et à un moment donné, voilà, ça va pousser. Donc il y a une notion de temps et d'investissement personnel. Est-ce que tu as envie d'aller dans cette direction ou pas? Et dans ce cas-là, vas-y et on va t'accompagner. Voilà. Et donc là, ça ouvre des portes à, est-ce que c'est le coaching, le mentoring? Les leviers sont finalement des outils. Je partage aussi la puissance du 360 pour aider les personnes à prendre conscience qu'ils peuvent évoluer, qu'ils ont un potentiel, puisqu'en plus ils se comparent aussi un petit peu aux autres, puis ils voient comment ils sont perçus. Donc il y a un effet miroir qui en général, il y a un avant et un après le 360. Oui. Donc c'est un cadeau, moi je dis, c'est un cadeau. Et il y a des choses où, oui, ça m'a piqué, je pensais être très bon là-dedans parce que j'aime ça, et c'est pas parce qu'on aime ça qu'on est très bon, enfin, où je pense que je suis très bon, et puis finalement le ressenti parce que peut-être que la forme n'était pas adaptée, ou je sais pas, attention aux signaux faibles ou autres, ben, le ressenti des autres n'était pas celui que j'attends, et bon, ben, voilà, et après, ben, on essaye d'y prêter attention. Tout à fait. Alors ok, donc ça c'est finalement ce qui va avec le plan de succession. On identifie des personnes, on se dit, bon, bah, elles ont peut-être le potentiel pour développer des choses. On les soumet au 360, au mentoring, au coaching, comme on veut. Et puis à un moment, voilà, on choisit une personne. Et là vient la prise de poste. La personne est encore dans son potentiel, elle n'est pas encore pleinement dans la performance de son poste. Donc comment faire pour accompagner cette deuxième phase du développement du potentiel au moment de la prise de poste? Pareil, hein, je crois qu'il n'y a pas de notion de miracle là-dedans. La prise de conscience qu'il faut l'accompagner, elle est essentielle. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est un changement. Et voilà, comme j'ai fait beaucoup de transformations, beaucoup de changements, que ce soit en tant que manager ou en tant que DRH, pour accompagner des évolutions plus ou moins fortes, là, c'est un changement de rôle. Et donc, bah, il va falloir retrouver les codes de ce rôle-là,
dans un environnement où tout le monde regarde. Donc c'est une pièce de théâtre dans laquelle il faut réussir à incarner le nouvel acteur. Je prends cet exemple-là parce que je pense que... Et il y a à la fois des spectateurs qui sont dans la salle, qui est finalement l'écosystème qui regarde, et d'autres acteurs, qui sont le comité de direction, prenons cet exemple-là, qui sont en interaction avec. Et donc il y a toutes ces dimensions qui se mélangent. Donc, prendre conscience que c'est pas naturel, surtout si c'est au même endroit, dans la même entreprise, puisque de fait, il y a eu des relations, une perception qui a été ancrée, et un ancrage. C'est ce qui fait la culture d'une entreprise, c'est des points de représentation qu'ils soient positifs ou négatifs, en tout cas perçus comme tels. Et peut-être que là, comme on est vraiment sur du chirurgical, on ne peut pas être sur des grands programmes. Je préconise, et je l'avais fait pour quelques dirigeants, de coaching. Parce que c'est une phase à sécuriser, créer les conditions de la prise de conscience dans le temps, sur 3 mois. On peut faire plus longtemps, mais je pense que les 3 premiers mois, on parle des 100 jours autres, mais en tout cas, ils sont importants pour laisser une trace, se mettre dans l'habit du personnage, et être sûr que, à la fois, que la personne qui a cette nouvelle responsabilité, elle a conscience d'un peu toutes ces dimensions. C'est finalement très simple quand on le dit comme ça. Et c'est extrêmement compliqué puisque après, a-t-on un environnement qui donne les bons feedbacks, et on sait bien que plus on monte, plus potentiellement on va avoir des jeux politiques, mais au sens noble du terme, de positionnement, de territoire, de pouvoir, de nature humaine, aussi jalousie, s'il y en a un qui est retenu, puis voilà, on a tous vécu ça, et il y en a 3 qui postulaient et qui restent dans l'entreprise. C'est pas si simple, donc il faut qu'ils fassent la courbe du deuil. Il faut peut-être les accompagner. Je trouve que, par expérience, on les accompagne pas souvent, les autres. Au mieux, on accompagne celui qui est posé, mais finalement, les autres, ils sont là. Alors certains après partent ou autres, mais il faudrait les accompagner, c'est-à-dire que c'est pas forcément grave, et qu'ils ont toute leur place, toute leur légitimité, et que peut-être on veut les accompagner à peut-être trouver leur chemin. Voilà. Donc, moi, je préconise le coaching, puisque là, on va être vraiment sur quelque chose de ciselé, très pragmatique, qui concerne la personne elle-même, et donc il y a une notion de confiance avec un coach qui est essentielle pour construire cette performance et cette authenticité. Et je suis très content de l'entendre, c'est que oui, c'est presque aussi important d'accompagner ceux qui sont partenus que la personne qui est retenue. J'ai accompagné quelqu'un qui était dans un plan de succession et qui avait même été recruté dans la société dans un poste du comité de direction pour devenir le futur country manager, et qui l'a pas eu. Parce qu'entre-temps, les choses ont changé, les besoins de l'entreprise ont changé, pour des bonnes raisons, il le reconnaît. Mais un élément superbe était à 2 doigts de partir, et heureusement que finalement on était en cours de coaching, et qu'on a eu encore des séances, et qui lui ont permis de voir que finalement, c'était peut-être une opportunité qu'il n'ait pas eu le poste qu'il convoitait, parce que finalement, d'abord, il avait eu la visibilité, mais ça lui donnait la possibilité de faire plein d'autres choses. Sans accompagnement, c'était une traversée du désert longue, avec peut-être quitter l'entreprise. Très dommage, la personne avait été recrutée. C'est perçu comme un échec. Oui, elle avait quand même été recrutée, débauchée d'ailleurs, et elle a énormément de potentiel. Donc ça, je trouve c'est très précieux ce que vous dites. Très précieux aussi ce que vous avez souligné à la fin sur le fait que fondamentalement c'est l'authenticité qui va être attendue. Et c'est là où l'image de l'acteur qui marche, c'est vrai, on arrive, on est un peu comme mis sur scène, un peu même poussé sur scène, elle peut être un petit peu dérangeante. Donc, et moi, avec les personnes que j'accompagne, je fais beaucoup de onboarding, c'est à peu près le quart de mon activité, je vais plutôt dire, à partir du moment où vous êtes dans ce poste-là, vous êtes un message. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, on l'interprète. Mais vous parlez à une réunion, vous dites ça, on l'interprète. Mais vous restez silencieux, c'est un autre message. Vous venez pas à la réunion, c'est encore un message. Vous parlez à monsieur A avant de parler à monsieur B, c'est un message si vous le faites dans un sens ou dans l'autre. Tout est un message, et donc le risque, c'est de devenir prisonnier du rôle, parce qu'on passe son temps à interpréter les messages, et que la seule manière de pas s'épuiser,
c'est de retrouver son authenticité, justement. Et donc, d'être soi-même pour avoir le cap, quoi. Parce que c'est quand même difficile d'être constamment interprété, surinterprété. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là? Alors, je partage parce que il y a ces deux dimensions. C'est-à-dire que ne pas avoir conscience de l'image que l'on projette par sa réputation, il y en a toujours une, qu'elle soit interne, externe, machin, par ses résultats passés ou par ses actes, quels qu'ils soient, serait une faute. Donc cette dimension-là, de toute façon, elle est importante parce que c'est ce que les personnes voient. Après, je crois beaucoup à l'action finalement, et que si on est là, bon, on a été choisi, c'est pour faire aussi des choses, et donc souvent s'inscrire dans l'action permet de sortir de la représentation pure pour dire bon ben on s'attaque à voilà les sujets pour l'entreprise, pour la transformation, le projet, c'est ça, et comment on y va. Et donc finalement relever un peu les manches et mettre les équipes en ordre de marche pour avancer est à mon avis un signal puissant. Un grand groupe corporate qui va embaucher quelqu'un qui vient du monde, qui est entrepreneur, quoi, ou de la PME. Et c'est des onboarding très difficiles parce qu'à la fois ils veulent le dynamisme de l'entrepreneuriat, ils souffrent de la lourdeur, de la lenteur, du tempo de corporate, et en même temps la personne arrive justement avec ce dynamisme et passe son temps à dire mais ralentis, 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 ralentis. Une sorte de double langage, et ce qui fait que la personne elle sait plus parce que sa nature c'est d'aller vite, mais on lui dit ralentis, en même temps il y a une sorte de demande Dans qui est l'injonction que ça bouge. paradoxale quelque part. Il y Oui. a une injonction paradoxale. Comment vous gérez ce genre de situation? Difficilement parce que c'est pas simple. Bah, pareil, je pense que pour progresser, il faut déjà avoir conscience. Donc, est-ce que je sais ce que je ne sais pas? Donc déjà, avoir conscience que la culture, finalement la culture de l'entreprise, c'est quand même quelque chose qui est essentiel et qu'il faut en tenir compte pour comprendre les réactions des autres, comprendre le passé. Et pour moi, les ressources humaines, dirigeants, c'est pareil, c'est faire le pont, c'est le bridge. Hein. C'est construire le pont entre le passé, l'actuel et finalement l'avenir. Et pour construire ce pont, on n'est pas en train de dire c'était pas bien, tout le monde est nul ou autre, et on m'a fait venir pour tout changer, tout casser. C'est d'arriver à combiner tout ça et à faire ce que j'appellerais un alliage. Parce que l'alliage, c'est quand on amène deux éléments qui sont un peu différents et que la somme des deux, finalement, construit quelque chose qui a des propriétés qui sont supérieures. Là, ce serait une intégration réussie, une fusion réussie. On sait que c'est extrêmement difficile. C'est exactement la même chose qu'entre deux entreprises merge. Elles échouent à 70%, toutes les études le montrent, pour des facteurs culturels et humains. Parce que, voilà, il y a cette jalousie, les modes de travail, la culture est très différente. Un grand sujet du moment, les talents dans l'entreprise et l'intelligence artificielle. Comment vous voyez cette situation? Avant de parler d'intelligence artificielle, on avait le digital. Et donc sur les talents, il y a des notions de compétences, de savoir-être, de résultats, d'individualisation aussi. Et finalement, si j'ai la bonne donnée, avant qu'on ait l'IA, il fallait déjà avoir la bonne data, je vais pouvoir en prendre des bonnes décisions. Donc l'IA avec les talents repose de toute façon, comme en supply chain, en finance, tout ça, sur est-ce que j'ai la bonne data pour prendre la bonne décision. Donc ça, le premier sujet, c'est est-ce qu'on partage ce capital data dans l'entreprise? Donc, si je parle de référentiel de compétences quand j'ai plusieurs business units, si je veux faire un matching de compétences, avant c'était compliqué, maintenant avec de l'IA, des outils, on peut faire des très beaux PowerPoint, des très beaux graphiques, dynamiques ou autres. Est-ce qu'on ne mélange pas des choux et des carottes? Les graphiques sont absolument superbes et donnent une impression de vérité, puisque voilà, j'ai des aires de mobilité, des progressions de compétences. Tout ça est très très utile, très performant, donc on est de plus en plus outillé. La condition absolue sur laquelle il faut labourer, semer, arroser, investir, et c'est ingrat, c'est la data. La data au sens, est-ce qu'on a des référentiels de compétences ou pas, mais en tout cas, on va les chercher sur le marché, on a les mêmes. Est-ce que tout le monde est évalué sur les mêmes critères autres pour que je puisse avoir un écosystème qui se parle, tout simplement. Donc, ça va nous amener une puissance complémentaire sur le repérage, l'identification des talents.
Et deuxièmement, ce que je trouve dans tous les business, c'est que ça va nous amener de la personnalisation à l'échelle. Je veux dire par là que la puissance de calcul d'analyse nous amène sur des grosses organisations, des organisations en transversale, 70 000 personnes ou autres. Je vais pouvoir collecter de la data, la synthétiser sous différents angles et surtout avoir des approches multifactorielles qui sont très intéressantes, qu'on n'arrive pas à avoir avec notre simple rationalité humaine. C'est trop compliqué. Il y a une multidimension. 2 dimensions, ça va. Hein, la Ninebox, elle est déjà en 2 dimensions, c'est déjà très compliqué. Si en plus on rajoute la 3e, puis éventuellement une 4e et autre, bon. Là, on peut avoir des angles qui sont très pointus et beaucoup d'informations. Donc c'est très bien. Et la personnalisation va nous amener, finalement, on va voir que moi, Stéphane Durand, je suis allé plusieurs fois, déjà de par mes compétences, j'ai une proximité que je n'avais pas identifiée, avec un certain nombre de métiers, de carrières dans l'entreprise, parce que finalement, ce qui me caractérise, ce n'est pas mon job, j'ai un certain nombre de compétences ou de talents ou d'appétences pour faire de la résolution de problèmes, aller au contact avec courage avec des personnes, faire de la négociation. Donc finalement, le commercial ou autre pourrait être une approche auquel je n'avais pas pensé. Et donc, ça va me faire un retour sur, il y a une proximité de compétences, donc ça m'ouvre le champ des filières métiers dans l'entreprise, ou des métiers en dehors, en tous les cas, premièrement. Et deuxièmement, comme j'ai une connaissance fine, alors la contrepartie, c'est que je vais livrer à Copilot chez Microsoft ou ChatGPT ou autre, de plus en plus de data. Finalement, pour récolter, il faut que je sème. De par mes comportements qui vont être observés, on va voir que je suis très intéressé par la cuisine. J'en sais rien. Et donc, en personnalisation, je vais avoir un retour comme quoi on a vu que j'étais intéressé. Finalement, je n'ai jamais franchi le pas. Et on va me suggérer un certain nombre de leviers. Et à moi après, par contre, je crois beaucoup au fait qu'il y a toujours une interaction. Il y a une phrase que j'adore à l'INSEAD, c'est le professeur ouvre la porte, l'élève entre. Donc, il faut créer. On a vu que voilà les potentialités. Et toi, tu veux faire quoi? Parce que sinon, j'y vais, mais je ne change pas mon comportement. C'est une très bonne transition vers la question mystère. La question mystère, c'est de savoir comment vous, dans votre expérience, gérez au mieux une sorte de double situation avec les hauts potentiels. Il y a d'une part le haut potentiel qui s'exprime par le fait de boulimie d'action. Il est hyper actif, il fait plein de choses et on est très content. Simplement, il y a quand même un risque à moyen ou long terme que du burn-out, enfin de l'emballement, quoi. Enfin, donc comment on gère ce risque d'emballement. Et à l'inverse, le haut potentiel qui ne performe plus. Et donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'il sous-performe. Mais il sous-performe parce qu'il s'ennuie. Et donc dans cette manière de rejoindre la base et le sommet, comment gère-t-on ces moments-là? Question difficile, mais ô combien pratique, puisque je l'ai observé. J'ai eu la chance de faire aussi partie des programmes de haut potentiel et je vois toute l'attente aussi que ça suggère. Donc il y a aussi un message. Hein, quand on dit déjà avoir identifié cette notion de potentiel ou de haut potentiel est un message dans l'organisation. Parce qu'on dit, il y en a, voilà, donc ça donne un peu la voix en disant un peu des rôles modèles. Bon, pourquoi pas, je pense qu'il en faut, y compris sur un sujet qui est sur la féminisation, la diversité, l'inclusivité. Je pense que ces rôles modèles-là sont essentiels pour assurer une cohérence dans l'entreprise et avoir cette richesse qui nous permet de traiter des problèmes de plus en plus complexes. Donc ça, c'est le premier point. Sur comment je vais repérer finalement où je vais traiter cette forme de plafond de verre, quel qu'il soit pour le potentiel, où à un moment donné, ça va s'arrêter. J'essaie de me référer à des exemples. Je pense surtout qu'il faut revenir à l'appréciation et au dialogue sur mais comment tu te sens, toi, dans cette organisation. Et avoir des retours très directs sur, tiens, on a la perception qu'aujourd'hui, où tu es en dessous de tout, qu'est-ce que tu en penses déjà? Est-ce qu'il y a la prise de conscience? En un, toujours, je vais vraiment chercher la prise de conscience. Et deux, après, comment ensemble on peut faire pour rebondir? Voilà. Et donc faire un diagnostic.
J'ai pas d'autres leviers que d'aller au contact. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Parce que si ça se traduit juste une fois par an, avec une revue, avec la fiche talent, dans les plans de succession et autour de la table, finalement, il a moins de potentiel que ce qu'on pensait, ça se passe moins bien et tout ça. Et qu'il n'y a pas le diagnostic du contexte, du cadre, peut-être de l'essoufflement, parce que j'en ai vu beaucoup. Et si on descend un cran un petit peu en dessous sur les plans de succession, de manager ou autre, souvent il y a quand même beaucoup de monde et il y a un peu moins d'élus. Et donc ceux qui sont derrière, qui sont encore dans le pool de talents, j'y suis, alors ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et il ne se passe rien. Et donc, il y a bon, finalement, je baisse les bras, j'y vais plus. C'est un signal à regarder et qui ne pourra se sentir que dans un échange assez constructif. Là, pour le coup, je pense que les équipes RH qui devraient porter, en tout cas, cette vision globale de l'entreprise en termes de risque, de potentiel, de développer tous les talents au service de l'entreprise, d'avoir des discussions franches sur est-ce que tu te sens bien, comment on peut faire, et pourquoi pas, qu'à l'ultime, se dire, mais finalement, chez nous, tu vas pas t'épanouir. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Parce que je pense que si on peut aider à se dire finalement tu aurais envie de faire quoi, et on sait qu'à des différents âges de la vie, les priorités peuvent changer, que ce soit pour des sujets professionnels ou autres, et parce qu'on change nous-mêmes, on s'est enrichi de plusieurs choses, et des choses qu'on n'a plus envie de faire, on était peut-être très performant dans une approche commerciale, au bout d'un moment je dis j'en ai marre, les clients je les supporte plus, j'en ai connu, et ben c'est pas grave, l'important c'est de le détecter, et qu'on ait ce discours franc de dire on va pas te le reprocher. Qu'est-ce qu'on fait? On poursuit dans une autre voie dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a l'espace dans l'entreprise pour que ton talent puisse s'exprimer, que tu puisses encore grandir, apprendre? Je pense qu'on peut apprendre à tout âge. Et moi, je m'emmerderais dans un poste où j'ai pas de nouveauté, pas d'apprentissage. Heureusement, ça se produit jamais, hein. Le monde aujourd'hui nous amène son lot de complexité qui fait qu'on apprend toujours et on doit s'adapter. Et derrière, construire avec lui le bon chemin, y compris. Et là, ça peut être aussi du coaching. Parce qu'on va toucher l'intime. Voilà. Et des approches globales s'appliquent pas vraiment. On ne va pas créer un programme, en tout cas, pour ceux qui finalement l'étaient mais le sont moins, de remobilisation. Non, si on l'a détecté, c'est qu'il y avait quelque chose. Il y avait une envie, il y avait une énergie, une force, une expertise, tout ça. T'en es où? Tu penses que t'en es où? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et finalement, peut-être qu'une sortie, mais bien préparée, avec un accompagnement, tu vas t'épanouir. Et là, ça va rejoindre, c'est une valeur pour l'entreprise, dans un monde où, parce qu'on parle de talent, mais à un moment donné, il faut les repérer, les attirer. Là, on était dans, je les développe, je les fidélise. Mais finalement, on rentre sur les ambassadeurs, les alumni. Et si j'ai été très très bien traité, moi j'ai des cas qui m'ont rappelé après. Souvent, la période difficile, une phase de deuil qui est difficile et on ne comprend pas. Et 3 ans après, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que je m'éclate dans ce que je fais. Et génial, génial. Voilà. Et si l'entreprise réussit à avoir cette image, qu'elle est un espace de passage, de contribution, parce qu'à un moment donné, on est dans une entreprise, il faut qu'il y ait des résultats de la contribution, mais qu'on peut aussi en sortir proprement sans qu'il y ait une trahison. Et c'est difficile parce que dans les boîtes où il y a beaucoup d'affect, il y a très très vite cette notion de il a trahi, il veut pas et autres. Ouais, mais c'est pas forcément efficace et ça n'empêche pas d'avoir des valeurs. C'est une très belle phase de fin. Merci Stéphane. C'était un vrai plaisir de vous accueillir à ce podcast. Merci Antoine. Je vous dis à très bientôt et qu'on reste en contact. Merci. Il y a des règles du jeu. Et il faut qu'elles soient claires, partagées, observées. Et puis il y a toujours le jeu sur la règle. Parce que c'est la théorie des acteurs de Dupuis ou autre. Comment les acteurs interagissent. Et si on arrive à ce que le jeu des acteurs, finalement, rentre plutôt dans des règles du jeu, et donc il ne faut pas qu'elles soient extrêmes et inatteignables, parce que sinon on n'y arrive pas. Il faut qu'il y ait une forme de crédibilité, d'authenticité, de solidité. Si on arrive à faire ça, on construit quelque chose de puissant. Est-ce que c'est simple? Bien sûr que non, et il n'y aura pas de DRH et il n'y aura pas de cadre dirigeant dans l'entreprise.